judicieuse. Merci. Allez, je vous propose qu'on démarre. Peut-être que je vais commencer à présenter rapidement, me présenter ainsi que présenter l'Institut avant de nous lancer, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ce premier grand entretien. Donc, David Crotet, moi je suis coprésident de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Je suis accompagné d'un autre administrateur qui est Gilles Laurent Ressac à mes côtés, ainsi que l'équipe les forces vives de l'Institut, que sont Sylvie Barnezet, notre déléguée générale, ainsi qu'Iliane et Louise. Donc toute l'équipe est là, réunie aujourd'hui, pour un chantier 2026. Quelles ambitions pour la participation citoyenne? Je vais y revenir dans quelques minutes. Juste là, tout de suite, vous présenter pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas. Je vais dire quelques mots sur l'Institut. Je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent. C'est un réseau de près de 2000 praticiens et praticiennes de la participation citoyenne. Donc, la spécificité de notre association, c'est de réunir un certain nombre de professionnels, qu'ils soient agents ou agentes de collectivité, agents de l'État, qu'ils soient consultants, consultantes, qu'ils soient chercheurs, chercheuses ou du monde associatif. On essaie de croiser les regards sur un champ qui est en continuelle évolution. Donc, on a des formats où on traite un certain nombre de chantiers pour réfléchir à nos pratiques en tant que praticiens et praticiennes. Ça, c'est au cœur de notre ADN et en croisant les regards entre justement agents de la fonction publique ou consultants ou chercheurs. Mais on a aussi et on mène un certain nombre de réflexions sur les évolutions plus globales de notre champ et de sa portée démocratique. Et c'est bien dans ce cadre qu'est né un chantier pour 2026 en réfléchissant aux perspectives que pourrait rencontrer la participation citoyenne à l'échelle des prochaines élections municipales. Pourquoi? Puisqu'il y a un certain nombre de membres, dont Gilles Laurent ici présent, qui se sont interrogés sur la place que pourrait ou ne pourrait pas jouer la participation citoyenne dans les prochaines élections, dans un contexte où elle avait une bonne place, ou en tout cas, elle était assez présente dans les élections de 2014 et de 2020, avec soit dans des programmes de listes soutenues par des partis traditionnels, soit par des listes citoyennes. En tout cas, voilà, je ne dis pas qu'elle était centrale, mais en tout cas, elle avait une bonne place à ces deux échéances-là. Et 2026, on a le sentiment, mais est-ce que ce n'est qu'un sentiment, que ce n'est pas vraiment le cas, qu'elle a une place différente, qu'elle est peut-être un peu moins visible. Donc on s'interroge pourquoi ce sentiment est partagé. On a bien sûr en tête la montée de l'extrême droite en France aux dernières élections qui a été assez marquante, qui est peut-être un élément de contexte. On a un autre élément de contexte qui est la raréfaction des ressources financières pour les acteurs publics, qui pourrait aussi affecter notre champ et faire en sorte que peut-être que les démarches seront pas plus difficiles à mener. On peut s'interroger sur les listes citoyennes de 2020, quel est le bilan, comment font-elles se transformer? Voilà, ces interrogations, on les a et on s'est du coup réunis et on a décidé de créer un petit peu ce chantier pour mener une série d'entretiens, notamment de grands entretiens, et c'est le premier aujourd'hui, pour entendre, avoir des témoignages d'élus qui ont accordé une place importante à la participation citoyenne dans l'exercice de leur mandat pour savoir un peu quelle était leur perception du terrain sur cette question. Est-ce que cette place, effectivement, elle est en train de bouger ou pas, dans un sens positif ou moins positif? C'est un peu l'objectif de ce cycle qui sera complété d'un certain nombre de tables rondes et d'autres événements qui vont se construire au cours du prochain semestre pour nous préparer, voilà, on va dire une petite année avant les échéances, à y voir plus clair sur l'état du champ. Voilà, c'est une présentation un peu brève. Tu n'hésiteras pas, Gilles Laurent, à la corriger puisque tu es vraiment à la manœuvre de ce chantier en interne. C'était pour faire une brève introduction. D'ailleurs, je viens de te parler de toi, Gilles Laurent. Je te passerai volontiers la parole pour présenter Fanny Lacroix, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être présente à ce premier grand entretien pour qu'on puisse lancer par la suite cette question qu'on a travaillée avec quelques membres au préalable. Gilles Laurent, c'est à toi. Merci beaucoup David et merci infiniment à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour dialoguer quelques instants avec Fanny. Fanny euh, qui exerce de multiples activités, mais sa base, son socle,
Ce qui fonde son engagement, c'est le fait qu'elle est depuis 2020 maire de Châtel-en-Trièves, qui est une petite commune de 500 habitants, un peu plus, un peu moins, je crois que c'est un peu plus maintenant, qui se trouve dans le Trièves, au sud de l'Isère, et dont elle est la mère et presque d'une certaine façon la mère, puisque, écrit autrement, puisque Fanny a été à l'origine de la fusion de deux communes qui sont devenues ensemble Châtel-en-Trièves. Elle est aussi évidemment vice-présidente, enfin évidemment, non, elle est aussi vice-présidente de la communauté de communes du Trièves, où elle est en charge du tourisme. Elle est aussi vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France, où elle s'occupe notamment de la transition écologique. Elle a organisé l'an dernier le grand atelier des maires ruraux pour la transition écologique. Et c'est aussi une spécialiste de la participation citoyenne. Pour ne rien vous cacher, Fanny a commencé sa vie professionnelle à Respublica que je dirige. Et donc nous nous connaissons bien et c'est une fervente défenseuse, promotrice de la participation des citoyens en sens qu'elle peut permettre de faire communauté, de faire nation, comme elle dit, mais elle nous dira tout ça en répondant à l'ensemble de nos questions à partir de tout de suite. Je donne quand même la parole à Sylvie qui va poser les premières questions. Merci beaucoup, Gilles Laurent et David. Du coup, comme effectivement David l'a dit, on a préparé les questions avec un petit groupe de membres de l'ICPC qui ont bien voulu travailler avec le petit comité de pilotage et on a construit 4 blocs de questions. Donc l'idée, c'est que on va proposer à Fanny un premier bloc de questions. Fanny, je vous propose de prendre 10 minutes pour répondre sur le premier bloc de questions et puis ensuite on enchaînera sur le deuxième bloc de questions. Du coup, le premier bloc, il est tout simplement sur le pourquoi et le comment de la participation citoyenne dans une petite commune de 500 habitants. Pourquoi est-ce on a ou on aurait besoin de participation citoyenne dans une si petite commune? Ça peut être une question, on pourrait se dire que finalement, en tant que maire, vous connaissez tout le monde. En tout cas, du coup, comment ce mot participation, vous le travaillez dans une petite commune? Et du coup, et derrière, quelle forme ça prend? Est-ce que qu'est-ce qui marche bien? Quelles sont vos difficultés? Est-ce que la mobilisation, qui est un des sujets importants pour la participation, est plus facile dans une petite commune, plus facile que ce qu'on considère d'une façon classique? Et puis, on a après quelques questions un petit peu plus précises dans ce bloc-là sur est-ce qu'il y a eu des cahiers de doléances dans votre commune? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez repéré et travaillé? Est-ce que comment vous travaillez les propositions émanant des citoyens ou des groupes de citoyens? Du coup, quand on est plus sur le bottom-up, et j'imagine que comment vous travaillez cette question-là. Est-ce que sur votre territoire, sur votre commune, vous avez des tiers-lieux, des espaces comme ça de co-construction ou dans lesquels les citoyens se regroupent pour faire peut-être des projets? Est-ce que ça imagine une autre forme de citoyenneté? Bref, un certain nombre de questions comme ça. Aussi la question des conflits. Est-ce que dans les petites communes, dans votre commune, vous avez des conflits et comment vous embarquez des gens dans une transformation positive face à des conflits, par exemple, liés aux questions environnementales ou à d'autres questions. Voilà, c'est le premier bloc de nos questions et voilà, je vous propose de les prendre dans l'ordre dans lequel vous voulez, petite dizaine de minutes. Merci Fanny. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Super. Bon, j'ai déjà été présentée, je ne vais pas le refaire. Merci de m'avoir invité à cet entretien. Alors déjà, beaucoup de questions sur le premier bloc. Je vais essayer d'être synthétique. Pourquoi de la participation citoyenne sur une petite commune? Alors, je dirais tout naturellement déjà.
parce que moi, je suis arrivée dans ce village, j'étais pas du tout du milieu rural. Moi, j'ai grandi à Annemasse, après j'ai fait mes études à Lyon, puis à Paris. J'ai travaillé d'abord chez Respublica, donc en agglomération parisienne. Et après, j'ai fait la rencontre de ce village un peu par les hasards de l'existence, parce que j'avais rencontré mon compagnon qui est agriculteur et que que j'ai rejoint. Et donc, j'ai fait la découverte de ce petit village, en fait, qui avait déjà un mode de fonctionnement assez participatif, même si ça se disait pas. Donc ça, je crois que c'est un élément important, c'est de dire dans les villes, on a encore quelque chose de culturel dans les villages, dans certains villages. Après, je sais pas si c'est le cas partout, je suis pas sûre. Mais où on a encore une société qui se connaît, qui fait des choses ensemble. Pourquoi? Eh ben parce que tout simplement, s'ils le font pas ensemble, ça ne se fait pas. Donc moi, ça m'a vraiment déjà marqué quand je suis arrivée de voir qu'il y avait encore des communautés agissantes autour de ce qu'on peut appeler des biens communs, que ce soit autour des fours, autour des festivités de village, autour de la gestion de l'alpage, autour de la gestion de sentiers, et qui faisait que chacun était quand même était connu, reconnu et engagé quand même dans le fonctionnement du village. Après, ça ne se disait pas et c'était pas organisé. Voilà. Donc, à la fois tout naturellement et en même temps, quand je suis arrivée d'abord en tant que secrétaire de mairie, parce que je suis arrivée en tant que secrétaire de mairie en 2014 sur la commune de Saint-Sébastien avant qu'elle fusionne avec l'autre et devienne Châtel-en-Trièves, le maire qui m'avait recruté souhaitait faire revivre une vie de village parce qu'en fait, on avait vécu une désertification assez forte et donc il y avait plus rien en fait on avait perdu les cafés, les restaurants, l'école aussi avait fermé donc il y avait plus que la mairie qui rythmait un peu la vie du village. Et donc, le maire souhaitait refaire une vie de village. Et c'est vrai que le trésor qu'ils avaient à Saint-Sébastien, c'est d'avoir une friche en plein cœur de bourg qui faisait 3 hectares avec des bâtiments patrimoniaux, qui était en fait une ancienne colonie de vacances. Et donc, moi, c'est vrai que j'avais la culture de la participation pour avoir travaillé dans ce domaine. Et donc, j'ai proposé au maire de faire des ateliers participatifs pour définir ensemble ce village rêvé, les futurs usages de ce site de 3 hectares qui était très très bien, qui était vraiment en pleine centralité de Saint-Sébastien. Et quand je dis c'était une surprise pour eux, c'est quand moi je suis arrivée avec mes outils de la participation, eh bien en fait ils avaient jamais fait ça en fait de manière organisée. C'est-à-dire que chacun ils avaient une pratique qui faisait il y avait une forme de terreau qui était favorable à l'émergence de tout ça. Mais par contre, c'était vraiment nouveau pour eux de se retrouver, de partager une feuille de route, de se dire, voilà, il faut qu'on décide des choses ensemble, on va faire ça, ça va durer pendant 4 mois, avec quelqu'un qui anime les échanges, avec des comptes rendus de séance jusqu'à une validation après en conseil municipal. Et ensuite, on a après cherché une équipe de maîtrise d'œuvre pour réaliser le domaine de Talon, qui est aujourd'hui la centralité du village. Donc, à la fois une culture voilà, villageoise qui était propice à ça, avec des gens qui avaient l'habitude de se remonter les manches pour faire vivre le village, et en même temps une nouveauté. Et du coup, ils se sont fait embarquer dans cette histoire-là aussi parce que ils étaient très impliqués, ils avaient très envie de voir ce que ça allait devenir. Voilà, il y a aussi un lien au patrimoine et un lien au village un lien aussi à l'environnement qui est autour de nous et qui est magnifique parce que je tiens à dire pour ceux qui ne connaissent pas le Trièves que c'est vraiment un patrimoine naturel très remarquable qui fait que les gens se sont quand même mobilisés, je pense, peut-être plus facilement que dans un autre cadre et y compris sur la désertification. Le fait qu'on ait perdu tous les services publics, ça je crois que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui caractérise la démarche de Châtel-en-Trièves et qui me fait aussi beaucoup réfléchir là-dessus, c'est-à-dire sur le fait que peut-être qu'il faut pas amener tout sur un plateau doré et peut-être qu'il faut laisser aussi toujours la possibilité aux citoyens d'avoir un univers de conquête, de création, de faire ensemble, parce que quand tout est déjà construit, qu'est-ce qui nous reste? Alors nous, c'est vrai que c'était un petit peu l'inverse, parce qu'on avait tellement perdu beaucoup que du coup, il y a eu un sursaut, un peu une étincelle municipaliste. Mais c'est une vraie question, je crois, aujourd'hui, pour essayer de changer la posture du citoyen par rapport à un service public où beaucoup encore se placent en tant que consommateurs de services publics et du coup, ils viennent souvent râler en mairie. Donc c'est vrai que nous, on a travaillé sur une reconquête de certains services autour des centralités des 2 villages qu'on a rassemblés. Mais aujourd'hui, je fais toujours attention aussi de garder vraiment un portage très associatif et très citoyen de tous ces nouveaux usages qui ont émergé
et on institutionnalise pas tout. C'est-à-dire que il y a des personnes à un moment qui sont un peu fatiguées, hop, ça s'arrête, ça passe en jachère citoyenne, et donc on essaye de s'adapter à un rythme de ce que peuvent porter les citoyens, et on accepte aussi le lâcher-prise, le fait de perdre des fois en qualité de vie ensemble et en service. Alors je sais même pas comment l'appeler, c'est pas du service public puisque c'est coporté avec l'ensemble des gens. Mais voilà, et je pense qu'il faut aussi épouser cette envie de faire et des moments aussi où on a besoin de se... Enfin, j'essaye de chercher les mots, mais des moments où on a peut-être moins d'énergie, où il y a des passages de relais qui se font, il y a des choses qui s'arrêtent et après ça renaît avec d'autres personnes et d'autres dynamiques. Voilà. Alors, quelle forme cela prend? Au début, ça a pris vraiment une forme qui était celle de la participation sur un dispositif précis, qui était celui de la revitalisation du centre-bourg de Saint-Sébastien. Donc, ça a pris la forme d'ateliers participatifs. Et puis après, en fait, comme la mairie n'avait pas la possibilité de porter les usages qui avaient été définis par les gens, parce que la municipalité a retenu 90% des propositions après les 4 mois de travail. Donc, il y avait la création d'un café-épicerie associatif, de jardins partagés, d'une carrière équestre communale à gestion associative, d'un théâtre de verdure. Comme on savait très bien que c'était pas la municipalité avec ses quelques agents municipaux et son petit budget qui allait faire ça, après les citoyens eux-mêmes se sont organisés en association pour réaliser les usages. Donc si je prends l'exemple du café épicerie associatif, c'est devenu une association qui a après fonctionné avec ses propres commissions et qui a ensuite travaillé jusqu'à l'ouverture du café et qui a fait tourner le lieu. Donc ça a été la première étape, je dirais, de la réalisation de ce droit au village. Après, j'expliciterai avec vous le concept. Donc c'était très associatif. En fait, on avait une commune qui était vraiment dans une démarche de créer les conditions d'expression et après, c'était les associations qui émergeaient et qui prenait en charge les usages, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on s'est vraiment re-questionné sur ce mode de fonctionnement, parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas parce que c'est une association qu'elle va forcément être garante de l'intérêt général des services et des lieux qui émergeaient en fait de cette dynamique très générale sur le village. Et donc, on a vécu ça avec la fermeture du café-épicerie associatif. Ça, c'était après le Covid. Donc, ça avait été dur avec le Covid, mais on a aussi une association à un moment qui s'est un peu refermée sur elle-même et qui a fonctionné plutôt en club, qui avait du mal à dialoguer, à continuer le dialogue avec la commune et qui s'est un peu dévié de l'objectif initial qui était vraiment de créer un lieu de vivre ensemble, créer notre village ensemble. C'était vraiment ça, la démarche initiale. Donc, c'était dans un local communal. Et donc, c'est allé jusqu'à la fermeture du café parce que les gens, après, en ont eu marre, ils sont plus venus. Puis après, jusqu'à la problématique financière. Donc, le café a fermé. Et à partir de là, les habitants, on s'est dit avec les habitants qu'il fallait qu'on réfléchisse autrement et qu'il fallait qu'on fonctionne plus comme un commun. Et donc, à partir de là, les citoyens ont souhaité s'organiser autour d'une nouvelle association, mais qui est un peu différente des autres, qui s'appelle Châtel Village et qui rassemble en fait les différentes parties prenantes, c'est-à-dire les personnes qui ont un intérêt à faire que le village soit vivant. Et donc, ils ont cartographié ces différentes parties prenantes. En fait, donc, on a un collège avec les acteurs économiques de la commune, un collège avec les acteurs associatifs, parce qu'on a plus d'une vingtaine d'associations aujourd'hui pour 500 habitants, donc ça en fait pas mal. On a un collège avec la municipalité et un collège des citoyens ordinaires. Et donc, cette association Châtel Village donc, rassemble ces 4 collèges qui élisent chacun 2 représentants qui siègent ainsi dans la collégiale avec le maire qui est en plus de ces 8 personnes, si vous voulez. Et donc aujourd'hui, c'est cette association Châtel Village qui en fait a l'objectif de revitaliser le village de Châtel-en-Trièves. Et pour que ça fonctionne, Châtel Village, il y a 2 choses importantes qu'on a mis en place. Déjà, c'est qu'il faut qu'il y ait une animatrice. Alors, en fait, c'est que ça prenait beaucoup de temps. Il y avait une citoyenne très engagée qui était dans cette dynamique-là. Et à un moment, elle nous a dit, bon, c'est bien sympa, mais il faut aussi que je puisse remplir le frigo. Donc, les citoyens ont souhaité qu'elle soit embauchée 2 jours par semaine pour faire fonctionner Châtel Village. Et après, ils ont décidé que le poste serait hébergé par... Donc, nous, on a accepté la municipalité déjà de financer le poste.
Et après, ils avaient le choix d'héberger le poste dans Châtel-Village ou à la mairie de Châtel-en-Trièves. Et donc, les citoyens ont décidé qu'ils seraient intégrés à l'organigramme de la commune de Châtel-en-Trièves. Donc, aujourd'hui, dans nos services, on a Lucie qui est coordinatrice de Châtel-Village et qui fait cette fonction-là 2 jours par semaine. Donc ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément, c'était aussi de définir des espaces sur lesquels ils allaient pouvoir s'appuyer pour construire ce droit au village. Et donc pour ça, on a constitué une cartographie avec les 2 centres-bourgs qui constituent en fait 3 hectares sur les 2 villages de Saint-Sébastien et Cordéac. Et qui rassemblent à la fois des bâtiments communaux et des espaces publics. Et donc sur ces espaces-là, en fait, en gros, le conseil municipal a lâché totalement la construction des usages. Et donc, c'est vraiment Châtel Village qui doit faire vivre ces lieux-là. Alors, je parle souvent du droit au village, je vais essayer de vous le définir assez rapidement. Donc, le droit au village, c'est une notion qui est issue de la rencontre d'Éric Charme, parce qu'on fait aussi venir sur notre village régulièrement des chercheurs, enfin des gens qui ont des choses à dire pour dialoguer avec la population dans sa diversité. Donc, on avait accueilli Éric Charme, c'était en 2019, si je ne me trompe pas, qui nous avait présenté son livre La revanche des villages. Et dans ce livre-là, il explique le concept de droit à la ville qui a été expliqué par Henri Lefebvre. Et en fait, il fait après, voilà, il développe ce concept du droit au village qui serait le droit de tout un chacun de pouvoir revendiquer un espace d'action, enfin, déjà un espace de confiance, de reconnaissance et d'action dans son territoire de vie immédiat. Et donc, Éric Charme dit qu'en fait, il y a des exemples de démocratie assez poussés à l'échelle des villages et que finalement, est-ce que ça pourrait pas être un droit à chacun? Donc, c'est le fameux droit au village que nous, on a essayé de mettre en pratique sur la commune de Châtel-en-Trièves. Donc voilà pour la forme. Est-ce que la mobilisation, elle est plus facile? Je pense que j'ai déjà répondu. Pour moi, clairement oui. Clairement oui, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, c'est-à-dire la petite taille de l'organisation, les liens d'interconnaissance puissants, le fait qu'on ait encore une culture du commun qui aide, c'est-à-dire que les gens doivent encore faire des choses en milieu rural, et ça va aussi avec le fait qu'on ait peut-être moins de services publics. Du coup, il faut se bouger pour faire les choses ensemble, sinon elles n'existent pas. Donc tout ça fait que c'est plus facile, je pense. Est-ce qu'il y a des cahiers de doléances sur la commune? Non, il n'y a pas eu de mouvement autour des cahiers de doléances. Des tiers-lieux, oui, forcément, puisque c'est tous les lieux qui émergent. Donc nous-mêmes, on parle aujourd'hui d'un village tiers-lieu, c'est-à-dire tout le village, en fait, est animé par une dynamique de tiers-lieu, par Châtel Village. Et donc, c'est parti du lieu du café-épicerie associatif, ou plus précisément du domaine de Talon, quand on a lancé la démarche en 2014. Mais on voit que Châtel Village, aujourd'hui, s'exprime sur les 2 centres-bourgs de la commune de Châtel-en-Trièves. Et même au-delà des dessins qu'on fait, ils ont tendance toujours à aller s'exporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se sont mis sur les sentiers, donc ils irradient partout sur le village. Et donc, ils se sont accrochés sur les sentiers et les fours banales. Donc, il y en a à peu près dans chaque hameau. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train d'être même au-delà de la cartographie qu'on avait validée avec le conseil municipal. Est-ce qu'il y a des conflits? Oui, il y a des conflits au sein de cette dynamique, beaucoup autour de la question, c'est-à-dire que en fait, on a des personnes qui s'impliquent beaucoup pour faire émerger des projets, ça leur tient très. Et après, c'est un petit peu difficile des fois de comprendre que bah, avec les années, la population, elle change, l'usage du site va changer, et donc on a parfois quelques effets de blocage sur la difficulté, une fois qu'on a porté quelque chose comme ça ensemble et qu'on en est très très fier, de pouvoir soit accepter d'être fatigué, de passer le relais, ou qu'il y ait d'autres personnes qui veuillent faire légèrement différemment de soi. Donc nous, la principale valeur qu'on a trouvée à travailler avec Châtel Village, c'est lâcher prise. Donc parfois, on a des petits points de tension sur l'évolution des usages. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, il me semble, j'avais fait un peu la liste. Merci beaucoup. Je trouve que c'est déjà très, très complet et très, très éclairant sur le premier bloc de questions. Je propose qu'on bascule peut-être sur le deuxième bloc de questions proposé par Gilles Laurent sur la base d'un travail collectif. Oui, alors peut-être, j'ai deux petits paquets, deux sous-paquets, deux sous-blocs d'une certaine façon.
On va peut-être commencer par un premier qui est dans le prolongement de ce que tu viens de nous expliquer, qui pose la question de savoir si la gouvernance et l'organisation de la mairie a évolué avec la participation citoyenne. On se doute un petit peu de la réponse, mais ça va te permettre peut-être de tirer un peu le fil et surtout de tirer le fil vers l'avenir. Est-ce que tu as l'impression que l'évolution des pratiques va évoluer ou comment est-ce que, d'après toi, elle va évoluer dans la matière dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y aura à la fois une plus grande place encore de la participation citoyenne dans la pratique ta pratique de maire? Et puis, une deuxième paquet de questions qui à la fois n'a rien à voir et en même temps est évidemment complètement lié. Tu disais que tu n'étais pas de Châtel-en-Trièves. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que une urbaine qui débarque dans le rural s'insère dans le rural? Alors on a bien compris que tu n'es pas venue toute seule, t'es pas tombée du ciel, ton compagnon était avec toi. Mais quand même, comment est-ce que tu as été et qu'est-ce que tu as fait pour être accepté? Comment est-ce que, et par extension, comment est-ce que tu fais la couture? Il y a des nouveaux arrivants dans ton village régulièrement. Comment est-ce que tu fais la couture entre les anciens et les nouveaux? Et pour finir, quelque chose peut-être de plus personnel, c'est comment tu concilies ton temps vie de mère, vie professionnelle, vie privée. Tu disais à l'instant que Lucie avait besoin de remplir le frigo. J'imagine que toi aussi. Et du coup, quelles sont les problématiques aujourd'hui qui se posent à une jeune femme mère dans un village rural et qui doit y passer forcément beaucoup de temps pour que tout ça fonctionne? Ok. Alors, sur l'évolution des pratiques, oui, ça a fait forcément beaucoup bousculer l'évolution des pratiques depuis qu'on a commencé tout ça. Euh, En fait, on s'est rendu compte, pour moi, ça a totalement défragilisé l'organisation municipale. C'est-à-dire que pour un petit village qui avait peu de moyens, peu de services, parce que dans des communes comme la mienne, bien souvent, c'est une secrétaire de mairie et un agent technique polyvalent, hein. Se rendre compte qu'on peut avoir la force du collectif avec toute son exhaustivité et que chacun puisse contribuer à la chose commune, c'est un changement de paradigme pour l'action municipale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être, et du coup, ça fait un petit peu écho, Gilles Laurent, à ce que tu dis, comment ça se fait, comment tu y arrives. C'est qu'en fait, c'est une équipe de 500, quoi. Donc, c'est vrai que je connais très bien l'ensemble de mes habitants, notamment avec Lucie qui est à mes côtés et qui déniche les talents. Et en fait, quand on va mener un projet municipal, à chaque fois, on va s'appuyer sur les talents des gens. Je vais faire court sur un exemple très précis. Par exemple, on va réhabiliter l'ancienne école de garçons. Je sais très bien dans mon village que j'ai des compétences en termes d'architecture. Donc, j'ai par exemple l'ancien directeur de l'école d'architecture de Grenoble qui est là et en fait, il va m'aider au titre de citoyen à essayer de faire les choses correctement. Mais c'est juste un exemple. Mais j'ai plein d'exemples comme ça de personnes aussi qui sont dans le domaine médical et qui nous ont aidés à ramener des kinés, des infirmières, un ostéopathe aussi sur la commune. Donc chacun, en fait, se dépasse et, et en tant que citoyen, vient apporter sa pierre à l'édifice de l'ouvrage collectif. Donc ça change tout, en fait, pour une commune rurale. Et d'un coup, ce qui peut être considéré comme une erreur organisationnelle peut prendre tout son sens dans une mobilisation collective et citoyenne. Donc, ce qui fait ma faiblesse fait ma force. Alors, ça a fait évoluer la gouvernance, effectivement, parce qu'on est passé d'une organisation très pyramidale, hein, et encore le mandat 2014, il était très pyramidal, celui de Jean-Pierre Agresti, parce que je suis arrivée en tant que secrétaire de mairie et j'ai vu des conseils municipaux où c'était le maire qui disait les choses, et puis les choses se déclinaient de manière assez, sans être forcément trop discutées.
et où on est arrivé aujourd'hui à chaque projet déjà à une très grande démocratie au sein du conseil municipal, où chaque décision est concertée et co-construite, et au sein de la population, où il n'y a plus un projet, où on n'associe pas les gens. Donc il y a à chaque fois une commission ouverte, à chaque fois on va interpeller l'ensemble des habitants sur les projets communaux, et au-delà de ça, et c'est ça la grande nouveauté de Châtel-en-Trièves, c'est que la concertation aujourd'hui n'est plus au service d'une politique publique. C'est-à-dire qu'on a créé les conditions d'émergence d'une citoyenneté active qui fonctionne que pour elle-même. C'est-à-dire que le droit au village de Châtel, c'est pas simplement pour venir construire la salle des fêtes, c'est des pratiques par Châtel Village qui ont lieu tout le temps et qui produisent des choses, mais qui ne sont pas directement en lien avec la commune. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais c'est très différent pour moi entre le fait que nous, on concerte et qu'on est vraiment dans une logique de participation sur l'ensemble de nos politiques publiques, mais que aussi on cultive un terreau de l'engagement qui fabrique ses propres effets et qui ne sont pas contenus par Châtel-en-Trièves. Donc sur la forme de gouvernance, ça a changé beaucoup de choses. Sur l'organisation de la mairie aussi, puisqu'on a un nouveau métier qui a émergé. Voilà ce que je peux en dire. Et sur l'avenir, je pense que ça marque tellement aujourd'hui l'organisation et c'est tellement porté par chaque personne que même un changement d'élu, je me dis aujourd'hui qu'on a des choses tellement ancrées que de toute façon, il y a un effet, c'est cranté, quoi. J'ai l'impression que, on a une culture civique sur la commune qui fait que quelle que soit l'orientation politique qui sera demain sur Châtel-en-Trièves, dans tous les cas, comme c'est quelque chose qui est assez autonome aujourd'hui, elle pourra continuer. Donc moi, c'est la grande espérance que j'ai, quoi, sur mon village. C'est que je les sens très autonomes par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas si c'est suffisant ce que je développe, Gilles Laurent, de ce point de vue-là. Si, si, très bien, Ok. t'inquiète, il y a plein de questions encore. Ok. Après, donc, sur comment une urbaine peut débarquer dans le milieu rural. Alors déjà, je voulais vous dire que je suis arrivée sur une commune exceptionnelle, déjà avec des gens qui ont fait énormément de choses avant moi. Donc, j'estime avoir eu beaucoup de chance et c'est aussi pour ça que j'ai été recrutée. Donc, il y a des personnes avant moi qui avaient vraiment une ouverture d'esprit très forte. C'est un territoire qui a été un territoire d'accueil depuis des générations. Là, on a travaillé d'ailleurs sur son histoire où il y a eu des familles juives qui ont été cachées dans le village, de nombreuses familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de ce village qui est quand même très axé sur l'accueil, sur l'altérité. Donc moi, quand je suis arrivée, c'était très très chaleureux. Et même moi, qui venais d'un milieu urbain, j'ai été frappée. J'avais jamais vécu ça ailleurs. Donc moi, quand je parle de Châtel-en-Trièves, souvent je dis que j'ai été adoptée par ce village parce que voilà, ça a été tellement chaleureux que c'est pour ça que je suis restée vivre là-bas. Mais par contre, ce qu'il faut retenir quand même de ça, c'est que à aucun moment j'ai été dans le jugement de pratique de ceux qui m'avaient accueilli. Et je pense que ça, c'est important. Et j'ai toujours gardé avec moi les historiques. C'est-à-dire ceux qui m'ont accueilli, ceux qui m'ont ouvert les bras de cette commune, qui n'avaient pas toujours des pratiques très horizontales, mais qui ont eu cette capacité d'accueil. Moi, je leur en, voilà, je suis dans une gratitude vis-à-vis d'eux très très forte. Et aujourd'hui, ils sont encore à mes côtés, ils sont encore dans mon conseil municipal et ils sont en train de changer leur vision des choses. Mais du coup, je vais pas trop vite là-dedans non plus, c'est-à-dire que je les concerte aussi et, sur les stratégies municipales. Et donc, je pense que ça aussi, c'est important pour pas qu'il y ait un clivage, parce que ça peut aller vite, et ça, je l'ai vu sur d'autres collectivités, sur d'autres territoires, avec une volonté d'appliquer trop strictement une méthodologie ou une idéologie, et du coup, on décroche après sur quelques symboles une population. Et du coup, ce mariage-là ne se fait pas. Donc, je dis toujours vigilance et toujours extrême considération dans ceux qui étaient là avant nous. Voilà. Alors sur les nouveaux arrivants, bah ça c'est un travail du quotidien. Pour moi, c'est Châtel Village qui fait le raccord. C'est-à-dire qu'à chaque population qui arrive, eh ben, on a aujourd'hui une organisation municipale et des lieux qui sont faits pour que les gens se rencontrent.
Et donc, très clairement, aujourd'hui, ça fonctionne bien, mais c'est parce qu'on l'alimente et c'est parce qu'on y travaille. Je suis pas sûre que sans ça, ça se fasse naturellement. J'y crois pas vraiment. Donc, nous, en tout cas, on a une stratégie d'accueil, d'intégration par Châtel Village, par les 20 associations de la commune, par des festivités aussi qui sont très, très importantes et qui font que cette mayonnaise, elle prend et globalement, ça fonctionne assez bien. Et d'ailleurs, c'est plutôt des populations qui arrivent, qui sont quand même très dynamiques dans Châtel Village. Et il y a aussi les anciens qui sont dans les associations et c'est assez bien vu. Mais parce que Châtel Village comprend aussi, si vous voulez, dans l'organisation de Châtel Village, vous avez aussi, par exemple, la fête du village qui est faite avec le comité des fêtes, donc quelque chose de très traditionnel. Donc ça va autant Châtel Village va autant donner main forte sur ce type d'événement que de réaliser le festival de marionnettes, qui là est vraiment un événement tout à fait nouveau. Mais donc ça fait un raccord entre les différentes forces vives du village. Donc ça fonctionne assez bien, mais c'est vrai, ça demande une démarche organisée et volontaire. Et après, sur la conciliation du temps vie de mère pro-vie privée, c'est extrêmement difficile aujourd'hui, étant donné la question du statut de l'élu, notamment dans les communes rurales, parce que vous savez, votre indemnité est en fonction de votre population. Donc, si vous avez moins de 500 habitants, vous avez à peu près 900 euros d'indemnité. Après, si vous avez la chance d'avoir 501 habitants, après, tout de suite, ça va un peu mieux. Et puis après, je connais pas trop les seuils. Mais aujourd'hui, être maire d'un village de moins de 500 habitants, parce que moi, quand j'ai été élue, il y avait moins de 500 habitants, c'est très compliqué. Alors après, effectivement, il y a la vice-présidence à la communauté de communes qui prend aussi beaucoup de temps parce qu'on est sur des territoires très vastes. Moi, il me faut une demi-heure pour aller au siège de la communauté de communes. Donc ça prend aussi du temps. C'est très peu indemnisé. Moi, j'ai 400 euros pour être vice-présidente de ma communauté de communes. Du coup, ça veut dire qu'il faut continuer à travailler, ce qui est extrêmement difficile, surtout si vous êtes un maire un peu chef d'orchestre comme ça. C'est-à-dire que prendre du temps d'orchestrer 500 habitants, ça prend du temps au quotidien, avec des services qui sont quand même pas non plus. Voilà, j'ai pas 500 agents à mes côtés pour déployer la politique municipale. Donc là, il y a un vrai problème d'accès à la fonction. Moi, c'est ce que je dis. Je milite aussi beaucoup pour ça au sein de la MRF, parce qu'aujourd'hui, c'est pas accessible. Moi, j'y passe beaucoup, beaucoup de temps. J'ai dû arrêter mon activité professionnelle. J'ai tenu 2 ans à mi-temps. Et puis après, j'étais en arrêt maladie et mon médecin m'a dit d'arrêter parce que c'était beaucoup trop. Bon, après, j'ai aussi mon engagement à la MRF qui n'est pas celui de tous les maires. Mais quand même, globalement, c'est très lourd et vous êtes très mal indemnisé. Donc, ça pose vraiment un problème d'accès aux fonctions électives pour la suite. Donc là, ça nous pose vraiment un problème démocratique parce qu'au-delà du fait de donner envie à la politique par le local, moi c'est ce que j'estime faire aujourd'hui avec mes concitoyens, si on ne peut pas après leur permettre de passer à la fonction élective, ça pose vraiment un souci de décrochage avec les fonctions représentatives. Merci beaucoup, Fanny. Du coup, je vais reprendre la parole. Merci beaucoup. Je reprends la parole pour le troisième bloc. Moi aussi, je vais suivre le conseil de Gilles Leroy. Je vais le diviser en 3 petits blocs. Euh, Premier petit bloc, c'est pour faire le lien avec ce que vous venez de dire et la place de Châtel Village dans, à la fois dans l'organisation politique aujourd'hui de la mairie. Alors, c'est une petite mairie, donc je ne sais pas si vous utilisez ce mot-là, mais est-ce que du coup, il y a un lien entre Châtel Village et le conseil municipal? Est-ce qu'ils viennent apporter des choses qui vont jusqu'au conseil municipal? Et puis l'autre question en lien avec ça, c'est est-ce que ça fabrique du politique? Est-ce que du coup, il y a des gens qui ont envie de s'engager derrière? Comment cette, euh, cette, voilà, cet engagement, il se traduit derrière ou il va se traduire potentiellement en politique? Deuxième bloc de sous-bloc de cette partie, c'est la question justement du territoire et du lien notamment avec la communauté de communes. Quelles alliances vous avez avec les autres territoires? Comment vous travaillez la question de la citoyenneté, de la participation citoyenne entre plusieurs communes? Est-ce que la communauté de communes est plus techno ou technique ou est-ce qu'elle porte aussi des ambitions participatives? Comment vous travaillez ça à une échelle plus large? Et à une échelle plus large, au sein de la communauté de communes, peut-être aussi au-delà, dans la relation à la ville centre qui est Grenoble et qui est pas très loin, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font des allers-retours.
Et ça fait le lien aussi avec le troisième sous-bloc de questions qui est comment vous travaillez la transition environnementale, les questions environnementales, les questions, vous avez parlé de commun, d'eau, d'air, enfin, la biodiversité, enfin, toutes ces questions-là essentielles dans un territoire comme le Trièves, mais aussi on pourrait parler d'alimentation, enfin, toutes ces questions-là, comment vous les travaillez, puisque justement ce ne sont pas des questions qui sont uniquement sur un périmètre communal, comment vous les travaillez avec les différentes hautes échelles et comment est-ce que du coup, Châtel-Antriève a aussi une capacité à embarquer avec d'autres un territoire plus large pour ces transitions? Voilà. Alors, très bien. Donc, sur le premier bloc de questions, sur Châtel Village et l'organisation politique de la mairie. Donc, oui, il y a un lien avec le conseil municipal aujourd'hui parce que dans Châtel Village et dans la collégiale qui prend les décisions, vous avez 2 sièges pour la municipalité. Donc, il y a un siège pour les agents et un siège pour les élus. Donc forcément, après, vous avez donc déjà la municipalité, elle participe aux décisions de Châtel Village et bien évidemment, après, elle prépare ses décisions avec le conseil municipal élargi. Parce que du coup, on doit porter la voix du conseil au sein de Châtel Village. Voilà. Et après, pareillement, s'il y a des décisions qui sont prises au sein de Châtel Village, eh bien nous, bien souvent, on est amené après à prendre des décisions en fonction aussi au sein de de la municipalité. Par exemple, sur la gestion du café épicerie associatif, Châtel Village a décidé que ce serait plus une association qui gérerait seule le café épicerie associatif, mais qu'il fallait s'allier avec une gérance privée. Donc c'est eux après qui ont décidé de lancer l'appel à manifestation d'intérêt, c'est eux qui ont recruté le restaurateur, mais nous on a dû décider la commune de l'utilisation du local. Donc là-dessus on était OK. Et après donc on les a laissés totalement choisir les gérants. Après c'est pareil s'il y a par exemple une décision d'aller entretenir les fours de la commune, eh bien, il faut solliciter une subvention du conseil municipal que nous, on leur accordera ou pas au sein du conseil. Mais en fait, il n'y a jamais de blocage puisqu'on a participé aussi avec eux à la décision, même si on n'est pas majoritaire. Mais en fait, c'est assez consensuel, en fait, comme démarche. Voilà. Est-ce que c'est une fabrique du politique? Pour moi, clairement. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je constitue la suite du conseil municipal de Châtel-en-Trièves. C'est que c'est au sein de Châtel-Village et grâce à Châtel-Village qu'on voit les énergies les plus robustes aussi dans le temps. Et donc, moi, très clairement, pour 2026, je vais juste regarder dans le rétroviseur et je vais aller chercher des personnes qui auraient eu un engagement remarquable au sein de la dynamique villageoise. Donc pour moi, c'est le futur, c'est les futurs élus qui commencent à émerger et qui prendront aussi le relais de la représentativité politique à un moment s'ils sont d'accord. Ensuite, alors, sur le territoire plus global, sur le PCI, alors le PCI, bah, c'est une relation qui n'est pas forcément évidente. Alors, comme c'est mon premier mandat aussi, il y a peut-être des choses que je ne mesure pas encore aujourd'hui à cette échelle-là, mais je trouve que c'est pas forcément évident parce que le PCI, c'est un regroupement de communes avec des maires qui n'ont pas forcément la même vision politique. Donc déjà, c'est assez compliqué déjà d'avoir un fonctionnement démocratique au sein de l'instance EPCI entre les communes. Euh, et ensuite, il peut y avoir aussi un regard parfois pas toujours très constructif sur des communes qui innovent. Donc moi, j'ai pas toujours eu une place très confortable au sein de mon intercommunalité, même si j'ai la vice-présidence au tourisme. Mais je sais que pour certains, Châtel-en-Trièves essayait d'aller trop vite, on parlait trop de Châtel, c'était donc avait pas forcément envie de venir regarder ce qui s'y passait. Et donc moi, j'ai tendance à dire nul n'est prophète en son pays. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ma commune, elle inspire beaucoup plus des territoires beaucoup plus éloignés que des territoires trop proches aux miens, parce qu'en fait, à l'échelle locale, vous avez des logiques de compétition politique interne, enfin, dans les territoires qui sont assez délétères sur le passage à l'échelle de certaines actions, malheureusement.
Donc, je ne crois pas que Châtel Village, en tout cas structurellement, n'enclenche pas un changement de pratique au sein de l'intercommunalité. Moi, je ne l'ai pas perçu. Même si le Trièves, de manière plus générale, a une culture autour de la transition écologique, hein, et aussi dynamique. Mais je ne pense pas que ce soit directement lié à Châtel-en-Trièves. Voilà. Après, par contre, il y a des alliances avec des territoires qui sont pas institutionnels. Ça, oui, c'est-à-dire avec d'autres élus qui ont une vision. C'est le cas, par exemple, avec des maires de l'Association des maires ruraux de France ou des élus qui ont des actions très engagées en termes de démocratie par d'autres réseaux, où là, du coup, on a plaisir à se rencontrer, à échanger. C'est aussi le cas avec des tiers-lieux, où du coup, Lucie est en lien avec d'autres tiers-lieux sur le territoire national. Et du coup, là, il y a des échanges qui sont très fructueux et très positifs. Pour le coup, sur la relation avec la ville-centre, donc nous, on dépend du bassin grenoblois. Non, il n'y a rien qui s'est mis en place non plus, malgré le contrat de réciprocité. J'ai l'impression que là, comme ça se passe entre présidents d'intercommunalité, ça ne va pas en fait jusqu'à l'échelon communal. Mais c'est mon point de vue. Aujourd'hui, premier mandat, peut-être que j'ai pas encore une place au sein de l'interco suffisamment importante pour pouvoir percevoir ce genre de choses. En tout cas, aujourd'hui, ça vient pas jusqu'à moi. Voilà. Après, sur les transitions environnementales, eh ben, en fait, moi, je pense que que la transition écologique, au-delà d'une politique très technique, en fait, c'est un enjeu sociétal immense. C'est-à-dire, il faut que chacun se mette en action et donc on a besoin d'un pacte de responsabilité globale jusqu'aux citoyens. Et c'est un petit peu pour ça que ça fonctionne pas aujourd'hui. C'est que moi, j'ai encore l'impression qu'on est dans des politiques très sectorielles, très institutionnelles, et qu'on n'arrive pas à emmener un mouvement de société global. Et moi, donc, ce qu'on essaye de faire à Châtel-en-Trièves, c'est comment est-ce qu'on arrive à muscler les gens à se mettre en action pour porter eux-mêmes des choses et faire eux-mêmes la transition dans les actes. Donc tout est transition écologique. Châtel Village, tout est transition écologique parce que les gens, ils vont aller entretenir les sentiers, réhabiliter les fours, ils vont faire. On a beaucoup d'actions autour du bien manger ensemble. Qui percutent aussi l'action municipale, puisqu'il y a une décision qui a été prise de créer une cuisine centrale sur le territoire avec les producteurs locaux pour faire les repas de la cantine. Et donc la cantine, elle va être ouverte à toute la population pour que tout le monde puisse venir manger à la table des enfants. Et à partir de là, il y a un tiers-lieu au-dessus de la cantine pour pouvoir construire les solutions de mobilité, etc. Donc c'est vraiment les gens qui construisent eux-mêmes la transition écologique et qui en sont les premiers acteurs. Donc moi, je crois beaucoup à ça. En fait, mon rôle, pour moi, c'est uniquement de cultiver un terreau très favorable à la reconnaissance et à l'engagement et d'observer les fleurs pousser. Et chaque fois, c'est magnifique, quoi. Donc, je crois beaucoup en cette capacité d'ingéniosité et d'inventivité de la population, si on lui fait confiance et si on sait le reconnaître. Donc, pour moi, tout est, tout est transition écologique avec cette démarche-là. Et sur les communs, je veux juste dire un mot, c'est qu'effectivement, quand on parle des communs, on a l'impression que c'est quelque chose de très métropolitain, alors qu'en fait, ça vient des villages. Et on a encore cette culture des communs dans certains de nos territoires. Je pense qu'il faut la cultiver parce que ça va de cette même conviction qu'il faut que chacun s'engage. Et donc, ça peut partir de communs fonciers, ça peut partir d'un commun qui est un alpage, ça peut partir d'un commun aussi qui est le village. Et je pense qu'on a là des capacités d'inspiration beaucoup plus larges, bien au-delà du territoire rural, parce que je crois que nous avons tous besoin de ça, de trouver un sens à notre existence, de pouvoir trouver des conditions d'engagement à l'échelle locale. Et, euh, et la réflexion sur les structures villageoises, sur les communs, je pense, peuvent être un vaste champ d'inspiration pour des politiques bien plus globales. Merci beaucoup. Je passe la parole à David pour le dernier bloc et puis la partie un peu conclusive. Si. Euh, Fanny, on a beaucoup parlé de votre expérience à Châtel, c'était le cœur de l'entretien. Là, je vous propose peut-être qu'on monte un peu en généralité et qu'on s'adresse à d'autres échelles et qu'on fasse appel d'ailleurs aussi à votre statut de vice-présidente de la MRF avec une vision un peu plus globale. Euh, et ça sera un bon moyen de conclure ce grand entretien. J'ai deux grands blocs pour venir avec les. Comme mes collègues, j'ai un peu catégorisé les questions. Il y a un premier sur, de manière générale,
Et en quelques mots, quels sont les défis, les engagements que nous pourrions tous formuler dans la perspective des municipales de 2026? Je ne dis pas forcément pour votre commune, mais tous les têtes de liste, quels défis, quels engagements devraient-ils être en capacité de prendre à l'égard de la participation? Ça, c'est une question un peu générale. Et vous qui voilà, êtes baigné dans le milieu rural, au sein de l'association, de la MRF notamment, si on redescend à cette échelle-là des communes rurales de France, d'après vous, comment le monde rural va-t-il vivre, se confronter, faire face à toutes ces évolutions sociales, économiques et démocratiques qui traversent notre pays? Euh, je fais un petit pas politique, on parle souvent du monde rural comme un peu un terreau pour l'extrême droite. Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que c'est une évolution inéluctable? Est-ce que c'est une évolution... enfin, comment vous le percevez, de votre point de vue? Quelles évolutions faudrait-il envisager? Faudrait-il recommander pour améliorer la démocratie locale rurale? Vous l'avez dit tout à l'heure, notamment la fonction élective mal indemnisée, mal rémunérée. C'est un des points, mais il y a peut-être d'autres choses que vous souhaiteriez partager. Et puis, vous avez beaucoup parlé de communs, de tiers-lieux. On a vu que c'était des sources d'inspiration pour vous dans le monde rural, à la fois préexistantes, mais que vous avez pu aussi accompagner, renforcer avec d'autres pratiques, notamment la participation citoyenne qui nous réunit aujourd'hui. Peut-on les partager davantage? Comment les diffuser davantage? Et on essaye de finir vers 14h et quelques sans trop déborder, c'est ça, Ça marche. Sylvie? Alors, les défis, les engagements à formuler pour les municipales de 2026. Pour moi, l'élection municipale, c'est celle qui est au plus près des citoyens, donc elle est absolument déterminante. Donc, il va falloir que tout le monde se sente concerné par cette élection-là. Et pour ça, il faut, je pense qu'un des enjeux, c'est de pouvoir encore construire, se laisser la capacité de construire une vision d'avenir à l'échelle la plus locale. Et j'ai pas eu toujours l'impression que c'était la tendance qu'on prenait, parfois à vouloir trop techniciser les choses en se disant que c'est un peu compliqué, qu'il faut aller chercher sur des échelles plus vastes. Alors je dis pas, alors attention, j'ai pas un discours qui est contre l'intercommunalité ou quoi, mais je dis par contre, pour la lecture sur le citoyen, il faut pouvoir vraiment faire en sorte que les élections municipales, on sente que c'est là où ça se passe. Et pour moi, il n'y a rien de pire qu'un élu local qui dit de toute façon, je peux rien faire parce que j'ai plus aucune compétence. Donc, je crois qu'il y a vraiment un enjeu à garder une vitalité très forte sur les projets de société, le débat citoyen autour de cet échelon-là qu'il faut absolument préserver. Et du coup, pour moi, je fais aussi le lien avec le troisième bloc tout de suite, si vous, si ça vous ennuie pas. Je pense qu'on a une réflexion plus globale et assez institutionnelle à mener sur comment est-ce qu'on organise aujourd'hui notre fonctionnement républicain et notamment les compétences des collectivités territoriales. Pour moi, il y a un enjeu à ce que la commune soit l'échelle politique parce qu'elle est au plus proche des citoyens. Après, on sait qu'on est dans un univers de complexité qui nécessite de penser à différents niveaux, mais pour moi, c'est plutôt des enjeux techniques, c'est moins des enjeux politiques. Et c'est pour ça que moi, j'ai une impression qu'on devrait vraiment placer la commune comme le lieu du politique, avec un maire animateur qui anime justement ces conditions de réalisation du droit au village ou du droit à la politique, comme vous voulez, mais qui soit très inclusive et qui crée les conditions concrètes que chacun puisse participer à la vie de la cité. Et puis après, on donne aussi cette fonction, on donne la fonction au maire ou au conseil municipal de faire le relais auprès des autres échelons territoriaux qui seraient plutôt des échelons techniques de compilation des politiques publiques, par exemple à la mobilité, c'est l'échelle du bassin de vie, tout ça, mais finalement, moi j'ai l'impression que les gens sont perdus là-dedans et donc on aurait peut-être un intérêt à vraiment redéfinir l'échelon communal comme le lieu du contrat civique et citoyen. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, et comme ça on arrêterait de se marcher sur les pieds. Les maires, ils se sentiraient peut-être beaucoup plus considérés aussi dans cette organisation territoriale, ils arrêteraient de sentir que ça se passe à l'échelon de l'interco, du département et de la région, et que sans cesse on ait des conflits de territoire, entre guillemets, entre les attributions des uns et des autres. Après, sur les communes rurales et comment le monde rural va-t-il se confronter à une réalité qui est complexe? C'est vrai, c'est complexe sur ce qui se passe en milieu rural.
C'est que à la fois, moi, je vous ai dit que je viens de vous tenir un discours très positif sur les solidarités, la citoyenneté, qui est tout à fait vrai. Et donc, pour moi, ces territoires-là sont capables du meilleur. Après, c'est vrai aussi que parfois, ils sont capables du pire. Et j'ai essayé, moi, de m'interroger sur les raisons de ce clivage qui fait qu'on va avoir, par exemple, une commune comme Châtel-en-Trièves qui est très dynamique en termes de citoyenneté active, où il y a beaucoup de choses qui se passent, et en même temps les élections européennes, où du coup le Rassemblement national était le premier parti. Et quand je discute avec mes concitoyens, j'ai l'impression que tant qu'on reste à un niveau local où on arrive à appréhender les personnes, les politiques publiques, on comprend globalement comment est-ce que ça se passe, il n'y a pas de souci, ça se passe plutôt bien, et qu'après il y a une grande déconnexion dès qu'on passe l'appréhension locale. Alors c'est un petit peu c'est difficile, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'après, très rapidement, il y a du doute qui s'installe. On comprend pas très bien, on fait plus confiance aux élus parce qu'ils sont trop éloignés. Et après, on est dans des logiques du climat qui nous échappent, des logiques économiques qui nous échappent. Et donc, il y a une défiance généralisée qui peut très vite s'installer avec tout, voilà, il y a une forme de coupure très nette. Moi, je l'ai vécu sur la question de l'éolien, où en fait j'avais un terrain communal qui était propice au développement de l'éolien et on a essayé de faire vraiment une démarche très contributive avec un projet qui aurait pu être tout à fait intéressant puisqu'il aurait été mené par la municipalité qui aurait mis son terrain au capital. L'idée, c'était qu'avec les bénéfices, on ait pu construire un nouveau service public co-construit avec les habitants et pour autant, les éoliennes symbolisaient le trop grand qui nous échappe. Et donc, il y a eu vraiment une difficulté de confiance. C'était cette électricité qui partait, on ne savait pas où elle allait, et qui partait dans un grand tout totalement dérégulé, quoi. Donc, c'est là-dessus, en fait, que ça se joue. Donc, à la fois avec cette défiance qui peut être très vite arrivée, et en même temps, et c'est peut-être le message d'espoir, le fait que quand on se rapproche des gens, qu'il y a une proximité une confiance, une interconnaissance qui s'installe, et ben en fait, on revient sur des valeurs très humanistes. Donc ça, c'est à voir aussi positivement. Euh, Voilà, donc quelles évolutions pour améliorer la démocratie? Ben, moi, je vous l'ai dit, pour moi, il faut remettre la commune au centre de l'édifice républicain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'État, hein. On est d'accord, mais en tout cas, dans l'organisation territoriale, pour moi, une commune, c'est pas la même chose que le reste. Tout ça parce qu'elle doit cultiver le lien avec le citoyen. Et en ça, elle doit être dans une relation à l'État tout à fait particulière. Je ne suis pas sûre que les autres échelons portent autant de la politique que l'échelon municipal. Et donc, il faudrait changer sa fonction et ça changerait aussi la fonction des élus. Donc, c'est un très vaste chantier, mais ça me semble tout à fait intéressant. Et comment est-ce qu'on peut diffuser tout ça? Eh ben, écoutez, peut-être dans le récit des histoires positives autour de la reconquête de la reconquête du pouvoir d'agir local. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire à mon niveau, ce qu'on essaye de faire aussi au niveau de l'Association des maires ruraux de France avec quelques élus très engagés aussi. Ce qu'essayent aussi de faire d'autres réseaux, je pense au réseau des communes participatives, des listes participatives, et je crois qu'il y a un enjeu aujourd'hui à faire le récit aussi de trajectoires politiques et de personnes qui peuvent redonner confiance aussi dans la politique et donner l'envie à d'autres de s'engager. Merci beaucoup. Est-ce que David ou Gilles, vous voulez faire une toute petite conclusion? On arrive à 14h02, donc on va arrêter là. On pourrait en discuter encore très longtemps. C'est très, très, très riche, très, très intéressant. Est-ce que Non, non, on va pas retenir tout le monde. La conclusion va être juste un immense merci à Fanny qui n'hésite pas à partager son point de vue et sur différents modes à la fois techniques et politiques. Et je trouve que c'est toujours très, très inspirant et ça donne plein d'idées. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est continuons, continuons et creusons cette question qui est tout à fait importante avec les quelques pistes que Fanny a données à la fin. Je pense que ça vaudrait la peine d'aller encore un petit peu plus loin. Peut-être qu'il faudrait faire le grand entretien des grands entretiens avec avec tous nos invités à la fin.
histoire de mettre un peu ça en abîme, parce que je trouve que ça serait important de confronter le point de vue d'un village de 500 habitants avec celui de villes plus importantes, voire d'intercommunalité, puisque nos prochains invités sont Pascal Clouer de la métropole de Grenoble et j'ai oublié le nom de la maire Et adjointe, ensuite, on a Ombeline d'Agicourt Ombeline Dagicourt voilà, qui est de Poitiers. issue d'une liste citoyenne. Donc, la question, effectivement, des listes citoyennes va être abordée et d'une ville relativement importante. Et après, on aura d'autres entretiens ensuite. Mais effectivement, une belle diversité et peut-être un échange de points de vue pourra être intéressant par la suite si Fanny et les autres ont un peu de temps à nous accorder encore après. Voilà, du coup, notre prochain rendez-vous, c'est le 13 janvier, si je ne me trompe pas, Sylvie. Le 14 Le janvier, 14 janvier à 13h. Voilà, c'est ça. 13h. Tout à 14 fait. janvier à 13h avec On va Pascal lancer Clouet. la communication, vous pourrez vous inscrire et le 7 janvier à 13h, on va préparer l'entretien avec notre prochain grand entretien Pascal Clouer. Donc, si vous voulez participer à l'élaboration des questions, vous êtes les bienvenus. Merci L'occasion, beaucoup. Sylvie, de remercier toutes celles et ceux qui étaient là la semaine dernière pour préparer les questions. Normalement, vous avez dû vous retrouver dans les questions que nous avons posées tout à l'heure, puisqu'ils étaient directement nourris de l'échange. Et puis, peut-être qu'on peut inviter les participants et participantes à nous faire des retours sur le format, enfin, si ça vous a plu ou moins plu, n'hésitez pas, puisque c'est le premier et qu'on se lance sur une petite série. Voilà. Merci beaucoup. Un grand, grand Merci. merci à Fanny et merci à vous toutes et à tous. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir.